3 jeunes filles ont disparu. L'une n'a jamais été signalée. L'autre a laissé un journal intime. Et la dernière, elle, n'a même jamais eu de nom. Elles ont prétendu avoir fui, mais la vérité est restée cachée sous une chapelle pendant plus de 40 ans. Voici l'histoire qu'elles ont tenté d'effacer, et la jeune fille qu'elles ont enterrée sans nom. Avant de commencer, abonnez-vous pour soutenir la chaîne et contribuer à la découverte d'histoires qui n'auraient jamais dû être découvertes. Le vent faisait voler des feuilles sèches sur le gravier tandis que Rachel Wood garait sa voiture de location devant les grilles de la Greystone Academy. L'arche en fer forgé portait encore la devise latine défraîchie de l'école, « Sagesse et silence, sagesse et silence ». C'était une expression appropriée, pensa-t-elle sombrement, pour un lieu abandonné depuis plus d'une décennie. Elle sortit de la voiture et resserra son manteau pour se protéger du froid intense d'octobre. Les arbres le long du vieux mur de pierre arboraient encore des éclats de couleurs automnales, même si la plupart avaient déjà perdu leurs feuilles, révélant des branches squelettiques pointant vers le ciel couvert. Les bâtiments se dressaient devant eux victoriens, en pierre grise et solennelle. Les équipes de démolition n'arriveraient pas avant un mois, ce qui lui laissait juste le temps de faire son travail, documenter et cataloguer tous les documents d'archives avant que la démolition ne fasse son œuvre. Rachel était déjà venue ici, mais une seule fois, et pas comme archiviste. Ce souvenir, bien que brouillé par le temps et le traumatisme, vivait encore quelque part derrière ses côtes. Elle avait été étudiante à Greystone pendant exactement un semestre en 1997. Sa mère l'avait sortie de là sans explication, et personne n'en avait plus jamais parlé. Aujourd'hui âgée de 28 ans et récemment licenciée de son emploi au musée de Boston, Rachel avait accepté le contrat privé du conseil scolaire, en partie pour l'argent et en partie pour répondre aux questions que personne dans sa famille n'osait poser. Elle s'était inscrite auprès du chef de chantier, un homme bourru nommé Keller, qui passait la plupart de ses journées dans une caravane chauffée, à feuilleter les offres d'emploi. « N'entre pas dans la chapelle », l'avait-il averti sans lever les yeux. Il y a des dégâts structurels et le 3e étage est scellé. Moisissure noire. Je resterai en sécurité, dit Rachel. Il ne lui demanda pas ce qu'elle cherchait, et elle ne le lui proposa pas. À l'intérieur, l'air était plus froid qu'à l'extérieur. Elle portait des gants, mais sentait encore le froid s'infiltrer dans ses bottes tandis qu'elle traversait le hall principal, passant devant des trophées couverts de poussière, des portraits de directeurs d'école sévères et des murs aux murs sombres, bordés de crochets vides où étaient autrefois accrochées les banderoles des élèves. Elle se dirigea d'abord vers la bibliothèque. De tous les bâtiments de l'école, c'était celui qui avait le mieux résisté à la dernière décennie. Des rangées d'étagères en chêne tenaient encore debout, et les fenêtres, bien que souillées de crasse, laissaient entrer suffisamment de lumière pour projeter de faibles rayons dorés sur les rayonnages. Rachel ouvrit son cartable et en sortit un appareil photo numérique, un carnet et un nouveau dossier intitulé « Rafle des archives de Greystone ». Les livres n'avaient rien de remarquable, des manuels scientifiques désuets, des classiques poussiéreux et des albums de fin d'année. Elle en feuilleta quelques-uns, notant les inscriptions sur les couvertures, à Nathalie, « N'oublie pas qui tu es. Bisous, Mademoiselle Cross. Ben, tu seras un grand avocat un jour. » De petites attentions humaines dans un espace par ailleurs froid. Puis elle le remarqua. Au fond de la bibliothèque, derrière une chaise renversée et une étagère effondrée, se trouvait un pan de mur qui semblait bizarre. Les briques n'étaient pas assorties, elles étaient plus récentes, plus propres et disposées de manière légèrement irrégulière. Rachel s'accroupit et passa ses doigts gantés le long du bord. Quelqu'un avait visiblement maçonné une partie du mur, mais sans grande compétence. On aurait dit un travail bâclé, et le mortier se fissurait déjà par endroits. Elle hésita, puis sortit le petit pied de biche de son sac à matériel. Il était destiné à ouvrir des caisses, pas des murs, mais lorsqu'elle le cala entre deux briques et se pencha, la brique céda dans un léger grincement. Il lui fallut 20 minutes et beaucoup de sueur, mais Rachel finit par dégager une petite ouverture et jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ce n'était pas un couloir. C'était une pièce cachée. Elle élargit l'espace juste assez pour se faufiler. L'espace au-delà était exigu, environ 2 mètres sur 2, et plongé dans l'obscurité,
à l'exception d'une faible lumière qui filtrait par le trou qu'elle avait creusé. L'air était vicié et lourd, chargé d'une odeur de moisi et de papier pourri. Il n'y avait qu'un seul objet à l'intérieur, un petit bureau carré. Le cœur de Rachel battait plus fort en s'en approchant. Le bureau était en bois, ébréché et recouvert d'une fine couche de poussière. Mais ce qui la fit s'arrêter, ce fut l'objet posé dessus, un journal intime relié en cuir. Elle le prit avec précaution. La couverture était craquelée par le temps, et le nom gravé sur la première page intérieure disait « Vivien Locache l'hiver 79 ». Rachel en eut le souffle coupé. Vivien Locache. Ce nom lui piqua la mémoire, elle l'avait déjà entendu dans des murmures ou des coupures de journaux, une jeune fille disparue lors d'une tempête de neige en 1979, l'une des grandes tragédies non racontées de Greystone. Officiellement, le dossier mentionnait « fuite ». Mais les étudiants de la ville avaient toujours cru le contraire. Et maintenant, son journal était là. Rachel le rangea délicatement dans son cartable, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse si elle clignait des yeux. Elle se retourna pour partir, mais s'arrêta lorsque la lumière reflétait un éclat métallique sous le bureau. Elle s'agenouilla et tendit la main. Un pendentif rouillé gisait par terre, en forme de petit trou de serrure sans chaîne, sans explication. Elle le mit dans sa poche. Ce soir-là, dans le cottage loué à la sortie de la ville, Rachel s'assit à la table de la cuisine et ouvrit son journal. La première entrée était datée du 8 janvier 1979. Ils m'ont dit que je n'avais pas le droit de parler de ce qui s'est passé la veille de Noël. Mais peu importe que quelqu'un découvre ça. Peut-être qu'ils me croiront. Peut-être qu'ils sauront que je n'ai pas fugué. Pas encore. Il y a quelque chose qui cloche dans cette école. Ça a commencé à la chapelle, je l'ai encore entendu chanter hier soir. Les doigts de Rachel tremblaient en tournant la page. L'écriture était serrée et soignée, mais le ton semblait paniqué. On dit qu'elle n'existe pas, mais je l'ai vue. Je jure l'avoir vue. Elle se tenait derrière l'autel quand les bougies se sont éteintes. Elle a murmuré mon nom. Rachel se laissa aller dans son fauteuil. La chapelle. Celle où Keller avait interdit l'entrée. Coïncidence? Elle feuilleta plusieurs entrées. Mademoiselle Harker m'a encore collé pour délire, c'est comme ça qu'elle appelle ça. Mais j'ai vu l'emploi du temps de Nathalie. On l'a sortie de la chapelle du matin. Voilà comment ça commence, on vous sort de la chapelle, et puis vous disparaissez. Je crois qu'il me surveille. Je crois que quelqu'un lit ce journal. Si je disparais, je ne serais pas parti. Je ne me serais pas enfui. Je n'aurais jamais quitté Émiline. Rachel ferma le livre. Émiline, ce nom ne lui était pas familier. Une autre étudiante. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à consulter les archives locales. Il y avait des articles de presse sur la disparition de Vivien, mais aucun ne mentionnait une autre fille disparue nommée Émiline. Pas d'acte de décès, pas de dossier de transfert, rien. Elle dormit d'un sommeil agité cette nuit-là, ses rêves peuplés de craquements de plancher et de voix faibles fredonnant de vieux cantiques. À son réveil, elle serrait son téléphone comme une bouée de sauvetage. Dehors, le vent s'était levé, éparpillant des feuilles mortes sur le porche. Quelque chose frappa à la fenêtre, une fois, puis une autre. Rachel se dirigea vers la porte et regarda dehors. Un lierre, d'un vert profond malgré le froid, rampait sur le gravier en direction de son cottage. Le soleil matinal filtrait faiblement par la fenêtre de la cuisine, emportant des particules de poussière dans l'air et dansant sur le bord du journal de Vivien Locache. Il reposait exactement là où elle l'avait laissé la veille, sa couverture légèrement gondolée par l'humidité qui imprégnait tout dans la petite ville. L'odeur de moisi était faible mais constante, le cadeau discret de Greystone qui la suivait jusque chez elle. Rachel remuait distraitement son café, les yeux rivés sur la première page de son carnet où elle avait noté des points importants. Vivien Locache 1979, présumée fugueuse. Mentionne une autre fille, Émiline, aucun dossier scolaire trouvé. Elle prétend que quelqu'un a murmuré son nom dans la chapelle. Rapport surveillé. La chapelle est interdite d'accès.
Elle a entouré cette dernière phrase. Puis elle jeta un coup d'œil au pendentif qu'elle avait trouvé en forme de trou de serrure, assez petit pour tenir dans un médaillon. Terni et rugueux au toucher, il ne semblait pas précieux, mais il avait clairement une signification pour quelqu'un. Ses doigts planèrent sur son téléphone, hésitant à rappeler les archives locales. Elle avait déjà laissé un message, la femme qui avait répondu au téléphone fixe semblait avoir été réveillée par une sieste. Au lieu de cela, Rachel attrapa son cartable et y glissa le journal. Il était temps de rentrer. En fin de matinée, le brouillard s'était installé sur Greystone tel un épais rideau. Le gravier crissait sous ses bottes tandis qu'elle traversait la cour, son souffle s'échappant par bouffées. Une volée d'oiseaux s'éparpilla du toit du dortoir et alors qu'elle pénétrait dans le bâtiment principal. L'atmosphère était plus pesante. Elle s'arrêta au pied de la cage d'escalier, levant les yeux vers le 3e étage, toujours délimité par un ruban jaune et un panneau manuscrit, moisissure interdit d'entrée. Plus tard, peut-être. Elle se tourna vers l'aile ouest. La chapelle se trouvait au bout du couloir, après les salles de musique. La plupart des lumières du couloir ne fonctionnant plus, le faisceau de sa lampe de poche effleurait des fresques délavées représentant des saints et des citations bibliques en latin. Lorsqu'elle atteignit les portes en bois cintrées de la chapelle, elle s'attendait à un cadenas ou à une barrière. Il n'y avait rien, juste une légère trace de peinture blanche sur la poignée, probablement due à quelqu'un qui la préparait à la démolition. Rachel hésita. Vivien Locke avait mentionné avoir vu quelqu'un, avoir entendu une voix murmurer son nom. Rachel ne croyait pas aux fantômes, pas vraiment, mais elle croyait aux histoires enfouies sous le silence. Elle poussa la porte. La chapelle était froide, vaste et silencieuse. La lumière du soleil filtrait à travers des vitraux représentant des saints et des anges, dont les yeux s'étaient estompés avec le temps. Les bancs en bois étaient intacts, mais recouverts de couches de poussière. Au fond se dressait l'autel, orné, quoique pourri à sa base, recouvert d'un tissu de velours délavé, de manière irrégulière. Rachel entra et laissa la porte se refermer derrière elle. Silence. Elle fit quelques pas hésitants en avant, ses bottes résonnèrent faiblement sur le sol de pierre. Il n'y avait aucun signe d'effondrement structurel, mais à l'extrême droite de la chapelle, une partie des fenêtres était condamnée et les murs décolorés aux probablement des dégâts des eaux. Elle commença à scruter l'espace avec l'appareil photo de son téléphone, prenant des photos au fur et à mesure. Puis elle remarqua la petite porte derrière l'autel. Elle était presque cachée par la tenture et positionnée plus bas que d'habitude, comme si elle menait à un vide sanitaire ou à un débarras. Une poignée en laiton dépassait du milieu. Elle s'accroupit à côté et essaya de la verrouiller, mais la poignée était gravée d'une sorte de trou de serrure, petit et inhabituel. Le pouls de Rachel s'accéléra. Elle fouilla dans sa sacoche et en sortit le pendentif. Elle le porta à la serrure, parfaitement ajusté. D'une légère rotation, un clic se fit entendre. Elle ouvrit la porte. Un passage étroit s'étendait plus loin, poussiéreux et plongé dans l'ombre. L'air sentait le vieux, l'humidité ou une cage d'escalier de maintenance, peut-être. Elle alluma sa lampe de poche. L'escalier descendait vers ce qui semblait être une partie ancienne des fondations. Tandis qu'elle descendait lentement, sa lumière révélait des murs de pierre usés et tachés par le temps. Le passage fit un premier virage, puis déboucha sur une pièce rectangulaire. Rachel y entra. Elle était nue, sol en pierre, mur en pierre, pas de fenêtre. Mais ce qui la frappa, ce fut l'inscription gravée dans la pierre avec ce qui ressemblait à un clou ou un morceau de métal, des noms, des dizaines, Vivien, Émiline, Nathalie, Sarah, d'autres, certains partiellement rayés, d'autres entourés. Et au-dessous, griffonné en tremblant, personne ne part à moins d'être oublié. Rachel recula lentement. Sa main effleura le mur et en ressortit maculée de moisissures noires. Elle se retourna vivement et remonta précipitamment l'escalier, le cœur battant la chamade. Elle referma la porte dérobée derrière elle et s'éloigna de l'autel, soudain consciente du silence qui régnait dans la chapelle. Puis son téléphone vibra. Elle le sortit de la poche de son manteau, un nouveau message vocal des archives municipales. Elle appuya sur lecture. Oui,
Bonjour, mademoiselle Loud, ici Jeannette de la mairie. Vous posiez des questions sur une fille nommée Émiline. Je pense que vous devriez entrer. Il n'y a pas de dossier scolaire, mais nous avons trouvé un acte de naissance et un avis de décès non classé ou aucune cause officielle, il n'a jamais été finalisé, juste une note indiquant que la famille a refusé de se renseigner. Autre chose, le document mentionne Émiline Locache ou était-ce le nom que vous m'aviez donné? Parce qu'il semble qu'elle et Vivien étaient sœurs. Rachel était assise dans sa voiture devant la mairie de Mornington, fixant la façade en briques pâles sans bouger. Le message vocal tournait en boucle dans sa tête, Émiline Locache. Elle et Vivien étaient sœurs aux deux sœurs, l'une disparue, l'autre oubliée. Le nom d'Émiline n'apparaissait dans aucun dossier scolaire ni dans les annuaires qu'elle avait parcourus, ni sur les listes d'élèves qu'elle avait photographiées et pourtant, la femme des archives avait trouvé un acte de naissance et un avis de décès non classé, un fantôme dans les papiers. Rachel sortit de la voiture et monta l'escalier menant à l'immeuble. À l'intérieur, une cloche sonna au-dessus de la porte d'entrée. L'endroit sentait la poussière et le tonneur. Une réceptionniste aux cheveux argentés leva les yeux de ses mots croisés. « Vous êtes Rachel Loud ?»« Oui, du projet Greystone. »« Viens avec moi. » Elle conduisit Rachel dans une arrière-salle où deux chemises en papier craft attendaient sur la table. La réceptionniste s'assit et joignit les mains. Je ne l'ai pas dit sur le message, mais j'étais moi-même élève à Greystone, promotion 83. Vivien Locke avait quelques années d'avance sur moi. Tout le monde parlait d'elle quand elle a disparu ou vous la connaissiez, pas très bien, mais je me souviens d'elle, grande, discrète, plus intelligente que la plupart. Et Émiline? Elle ouvrit le premier dossier. Elle était inscrite sur l'acte de naissance de Vivien comme sœur jumelle, née à 3 minutes d'intervalle. Rachel se pencha. Le document était effacé mais intact, Vivien Locache et Émiline Locke, née le 3 février 1962. Mère, Clara Locache. Père, inconnu. Ils n'étaient pas identiques, mais ils ont toujours été ensemble, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Et le rapport de décès, demanda Rachel doucement. La réceptionniste fit glisser le deuxième dossier. Non classé, jamais signé par un médecin légiste. Pas d'autopsie, juste une note de l'avocat du conseil scolaire de l'époque. Incident classé à la demande de la famille. Daté du 12 mars 1979, 2 mois seulement après la dernière entrée du journal de Vivien. J'ai aussi trouvé ceci, ajouta la femme en ouvrant un tiroir. L'inventaire des biens de l'école avant la fermeture du bâtiment. Ils ont fait une liste de liquidation. Sur une ligne du sous-sol, on peut lire « Enregistrement d'interview à la chapelle 1979 », peut-être un enregistrement audio, peut-être un magnétoscope. Rachel leva les yeux. Toujours à l'école? Elle haussa les épaules. Probablement enterré dans une boîte quelque part. Mais le sous-sol de la chapelle comportait bel et bien une annexe de stockage. Les plans la désignent comme une archive de conservation. Elle ne figure pas sur le plan d'accès principal des élèves. Elle servait à stocker des documents privés, des dossiers disciplinaires et des dossiers du conseil. Rachel hocha lentement la tête, l'escalier caché, la pièce en pierre, les noms griffonnés, il l'avait emprunté. Elle remercia la femme et quitta le bureau, dossier à la main. Ses pensées s'emballèrent tandis qu'elle traversait le trottoir et remontait dans sa voiture. Elle avait besoin de parler à quelqu'un qui avait été à Greystone pendant cette période, quelqu'un qui n'avait pas disparu ni été réduit au silence. En fin d'après-midi, Rachel se tenait au bord d'une impasse boisée, juste à l'extérieur de la ville, où d'anciens logements universitaires avaient été transformés en résidences privées. Elle sonna à la porte du dernier cottage. La plaque à côté était encore gravée en laiton, Monsieur Harker. Margaret Harker avait été professeure de littérature pendant plus de 30 ans. La rumeur disait qu'elle avait été l'une des dernières enseignantes en activité à démissionner avant la fermeture de l'école. Rachel ajusta son cartable sur son épaule tandis que la porte s'entrouvrait. « Oui, Madame Harker ? Je m'appelle Rachel Elwood. Je catalogue des documents à Greystone pour le conseil historique. J'espérais vous poser quelques questions sur 1979.
La femme de l'autre côté avait une soixantaine d'années, des cheveux blancs mais soigneusement coiffés, un regard vif et clair. Elle observa Rachel un long moment, puis ouvrit la porte en grand. Je suppose que ce n'était qu'une question de temps. À l'intérieur, la maison était rangée et épurée. Des livres s'alignaient sur les étagères, la plupart étaient des classiques et des ouvrages annotés. Une bouilloire sifflait doucement dans la cuisine. « Tu connaissais Vivien Locke ?» demanda Rachel au bout d'un moment. « J'ai enseigné aux 2 filles de Locke », répondit Harker en versant de l'eau dans 2 tasses. Vivien et Émiline, des noms identiques sur les feuilles de présence, mais des enfants complètement différents. Vivien était attentionné, réservé, Émiline avait une imagination débordante qui lui a causé des ennuis. Quel genre de problème? Harker tendit une tasse de thé à Rachel et s'assit en face d'elle. Elle croyait des choses que personne d'autre ne pouvait voir, disait qu'il y avait des voix dans la chapelle, disait que le prêtre, le père Raymond, l'avait forcée à mentir. Ses parents ne la croyaient pas, et le conseil d'administration non plus. L'estomac de Rachel se retourna. Que lui est-il arrivé? Elle est morte, dit Harker d'un ton neutre. Du moins, c'est ce qu'ils nous ont dit. Tu n'y croyais pas? Non, répondit Harker après une pause. Je croyais qu'elle était enfermée ou peut-être pas littéralement, mais cachée. Je pense que Vivien le savait aussi. Après la disparition d'Émiline, Vivien a cessé de parler pendant des jours, puis elle a commencé à écrire son journal. Son regard s'est aiguisé. Tu l'as trouvée? Acquiesça lentement Rachel, derrière un mur muré de la bibliothèque. Elle a dit qu'elle était surveillée. Elle a parlé d'entretien à la chapelle. Harker soupira et détourna le regard. Le conseil a fait quelque chose cette année-là. Il y avait des rumeurs de thérapie corrective. Je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas, mais ce n'était pas de l'enseignement. J'ai essayé de poser des questions, on m'a dit de me concentrer sur mes cours ou de prendre ma retraite, ce que j'ai fait. Et maintenant? La femme regarda Rachel avec un sourire lassé amer. J'ai assez vécu pour savoir que la vérité n'éclate que lorsqu'elle dérange quelqu'un. Rachel fouilla dans son sac et en sortit le pendentif en forme de trou de serrure. Ça te dit quelque chose? Harker inspira brusquement. Où as-tu trouvé ça? C'était sous le bureau dans la pièce cachée, celle avec les noms gravés sur le mur. Je l'ai offert à Émiline, murmura Harker. Elle le portait tous les jours à la chapelle. Elle disait que ça la rassurait. Rachel baissa les yeux sur le pendentif, son pouce accélérant. Il y a autre chose, non? Des cassettes, quelque chose d'enregistré. Va à l'annexe de la chapelle, dit Harker. L'école gardait une armoire là-bas. Si le bâtiment ne l'a pas encore dévoré, tu trouveras peut-être ce qu'il en reste. Cette nuit-là, Rachel n'arrivait pas à dormir. Elle était assise à la petite table de son chalet de location, son journal ouvert sur une page déchirée vers la fin. Je me souvenais de ce qui s'était passé. Je lui ai dit que non, mais c'était un mensonge. Je me souviens de tout. Je me souviens des cris d'Émiline dans la chapelle. Je me souviens des pleurs de mademoiselle Harker quand ils l'ont emmenée. Et je me souviens de ce qu'il a murmuré quand les lumières se sont éteintes, personne ne part à moins d'être oublié. Rachel tourna la page. Je crois qu'il veut aussi que je disparaisse. Sa main tremblait légèrement en fermant le journal. Dehors, le vent se levait. Ivy grattait doucement à la fenêtre. Demain, elle rentrerait. Le ciel était déjà baigné de la lumière matinale lorsque Rachel arriva à Greyston. Le faisceau de sa lampe torche traversa la brume tandis qu'elle traversait la cour, passant devant des bancs cassés et des supports à vélo rouillés. Le hall principal résonnait à chacun de ses pas. Elle ne s'est pas arrêtée à la bibliothèque aujourd'hui. Elle ne s'est pas arrêtée dans l'aile des dortoirs ni n'a jeté un coup d'œil au vieux tableau noir des salles de classe. Elle allait droit à la chapelle et plus loin. Rachel s'approcha résolument de l'autel, s'agenouillant pour déverrouiller la petite porte dérobée avec son pendentif en forme de trou de serrure. Le mécanisme s'ouvrit avec un léger soupir, presque réticent. Elle se faufila à nouveau dans le passage, descendant les marches étroites qui menaient à la vieille salle en pierre.
Mais cette fois, elle remarqua quelque chose de nouveau. À sa gauche, une partie du mur était tapissée d'étroites lattes de bois, déformées mais faisant incontestablement partie d'un meuble, partiellement encastré dans la maçonnerie. Sa lampe de poche s'illumina d'une petite poignée en laiton. Elle tira. Au début, le panneau était coincé, gonflé par des années d'humidité. Elle tira plus fort et, dans un gémissement, le panneau céda, révélant une cavité ouverte à hauteur de poitrine, avec plusieurs étagères à l'intérieur. Sur l'étagère du haut, intacte malgré des décennies de poussière et de dégradation, se trouvaient 4 cassettes audio dans des boîtiers en plastique délavé. Chacune était étiquetée avec des autocollants dactylographiés soignés, Chapelle Interview Locke, Chapelle Interview Locke V, Observational Note 13 février 1979, Final Interview FR confidential. Rachel expira en tremblant et attrapa les cassettes. En dessous se trouvait un carnet à la reliure de cuir craquelé, registre psychologique des étudiants de Greystone, trimestre de printemps 1979. Elle tenait ces objets dans ses bras comme des reliques sacrées. De retour au chalet, Rachel n'enleva même pas son manteau avant d'installer son vieux magnétophone, un appareil qu'elle avait rapporté de Boston pour enregistrer des histoires orales. Elle inséra la première cassette, Chapelle Interview Locke. Il y eut un grésillement, puis un clic. Une voix de femme prit la parole, calme et clinique, séance 3, 5 février. Entretien avec Émilie Locache. Nous sommes présents, moi-même, l'infirmière Diane Whelan et le père Raymond. Puis une voix plus douce, celle d'une fille d'un accent grave, peine 17 ans. Pourquoi me poses-tu toujours les mêmes questions? Je t'ai déjà dit que j'avais entendu sa voix. Qu'a dit la voix, Émiline? Demanda la femme. Elle m'a dit de rester loin de la chapelle. Que quelque chose de grave s'y était produit. Émiline, ces histoires que tu racontes concernent le personnel, elles ressemblent à des projections, des fantasmes. Ce ne sont pas des histoires. Tu sais ce qu'il y a là-dessous? Et qu'est-ce que ce serait? Demanda la fille. Un long silence. La pièce au nom griffonné. Celle que tu gardes fermée à clé. Elle a crié là-dedans, je l'ai entendu. Je sais ce que tu lui as fait. Clic et fin de la bande. Rachel fixait la machine, le cœur lourd. Elle prit la deuxième cassette, Chapelle Interview Locke V, session 4, interview avec Vivian Locache, 2 mars. Vivien, tu es restée silencieuse depuis le départ de ta sœur. Elle n'est pas partie. Tu l'as emmenée. Tes parents pensent qu'elle a eu un problème psychologique. Tu es stressée. C'est compréhensible. Arrête de me dire ce que je ressens. La bande grésilla, puis la voix du prêtre, douce et condescendante, se fit entendre. Vivien, si Émiline était vraiment en détresse, ne vaudrait-il pas mieux qu'elle reçoive de l'aide? Vous comprenez bien que ce n'était pas une punition, mais une protection. Tu as dit la même chose avant qu'elle disparaisse. Et tu es en sécurité maintenant, n'est-ce pas? Tu as peur de la chapelle. Tu as peur de sa voix. Silence. Puis Vivien murmura, elle a dit qu'elle allait te rappeler ce que tu as enterré. Clic. Rachel s'est assise, le sang rugissant dans ses oreilles point enterrées. Ses pensées revinrent au nom gravé, au monticule de terre décoloré dans le coin de la pièce en pierre, celui qu'elle avait supposé être simplement un sol affaissé. Elle a appuyé sur lecture sur la 3e cassette, note d'observation, 13 février 1979. Pas d'interview, juste des notes. Le sujet et elle continuent de présenter des symptômes dissociatifs, s'aggravant jusqu'à des périodes de silence de plus de 12 heures. Elle parle de vision, la fille dans les murs et des noms gravés dans les os. Elle a inventé un récit dans lequel elle et sa sœur sont surveillées par des membres du personnel inexistant. Les demandes d'interruption de la thérapie à la chapelle ont été refusées par le père Raymond. Le programme doit se poursuivre jusqu'à ce que le sujet se rétracte ou soit retiré par sa famille. L'équipe d'observation recommande une sédation lors de la prochaine séance. Rachel a arrêté l'enregistrement. Pas étonnant que le rapport de décès n'ait jamais été déposé. Il ne soignait pas Émiline, il l'effaçait. La dernière bande était plus courte, à peine 30 secondes, interview finale FR confidentielle.
Voix du père Raymond. Les filles posent plus de problèmes que prévu. L'une a disparu, l'autre s'est montrée rebelle. Cela ne doit pas arriver au conseil d'administration. Nous ne sommes pas faits pour ce genre d'examen. Si quelqu'un pose la question, ils s'enfuient, c'est tout ce qu'ils font, s'enfuient. La mémoire s'efface plus vite que les archives, surtout quand personne ne veut les conserver. Cliquez. Rachel resta assise, immobile, les mains serrées. Elle pensa au journal de Vivian, au nom griffonné, aux murmures auxquels personne ne croyait. Elle pensa à Émiline, dont la voix avait été enregistrée, réduite au silence, enfermée dans un placard souterrain et pourtant, on l'entendait pourtant. Ce soir-là, elle retourna dans la salle de pierre. Le soleil commençait à se coucher derrière les arbres, projetant de longues ombres à travers les vitraux de la chapelle. Elle prit des gants, une truelle et une lampe de poche. Elle savait désormais ce qu'elle cherchait. Le sol avait un angle irrégulier, légèrement surélevé. La terre était plus sombre et plus meuble. Rachel s'accroupit et commença à creuser. À 15 centimètres de profondeur, sa truelle heurta du bois ou une boîte pourrie de la taille d'un tiroir. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient de vieux cahiers, une poupée en tissu aux yeux manquants et une pile de lettres pliées, toutes adressées à, et elle, la plupart signées, V. Elle tendit la main vers la première lettre. Je ne te trouve pas. Je leur demande tous les jours et ils me disent que tu es parti, mais je sais que tu n'es pas parti. Je t'ai entendu hier soir à la chapelle ta voix. Tu as dit, dis-leur la vérité, alors je le ferai. Je continuerai à écrire jusqu'à ce que quelqu'un lise ceci. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé. Je ne cesserai pas d'essayer. V. Rachel replia la lettre dans la boîte et la serra contre sa poitrine. Puis elle éteignit la lampe de poche. Juste un instant, dans le silence de la pièce en pierre, elle jura avoir entendu la voix d'une fille, douce et claire, « Merci ». Le soleil était encore bas lorsque Rachel revint à la mairie le lendemain matin, la boîte de cassettes et de documents soigneusement rangée dans son cartable. Elle n'avait pas dormi. Le murmure imaginé ou non s'était ancré dans ses pensées comme un clou dans du vieux bois. À l'intérieur, Jeannette, la commis aux archives, leva les yeux écarquillés vers Rachel. « Je les ai trouvés », dit Rachel d'une voix basse mais claire. Des cassettes, des notes, des lettres, des interviews. Jeannette lui fit signe de la suivre. Elles étaient assises dans la même pièce du fond, un ventilateur poussiéreux ronronnant faiblement dans un coin. Rachel sortit la boîte de son sac et en disposa le contenu un par un, les cassettes, la poupée en tissu, les lettres. « Je dois officialiser ça, dit-elle. Peu importe ce que veut le conseil. Ce n'est pas seulement une histoire d'école, c'est une tentative de dissimulation criminelle. » Jeannette examina les enregistrements, la bouche serrée. Le père Raymond est décédé il y a quelques années, dans l'Oregon. Aucune plainte n'a jamais été déposée. Rachel n'était pas surprise. Et l'infirmière Weyland ou les membres du conseil scolaire de 1979. Je peux essayer de creuser, dit Jeannette, mais tu vas te heurter à des obstacles. La plupart de ces documents ont été balayés. Je veux une copie complète des dossiers de Vivian et Émiline, tous les documents, même ceux qu'ils ont oublié de classer. Elle hocha lentement la tête. Je t'aiderai, continua-t-elle, mais si tu veux vraiment faire ça, fit-elle en désignant les cassettes, il te faut une tribune. Ça ne restera pas dans une note de bas de page. Il faut que quelqu'un le voie. Rachel baissa les yeux sur la lettre signée V, je n'arrêterai pas d'essayer. Elle se leva. Je connais quelqu'un qui peut m'aider. 2 heures plus tard, elle frappa à la porte d'un cottage à l'autre bout de la ville. Margaret Harker répondit, emmitouflée dans un cardigan et tenant une tasse de thé. De retour sitôt. J'ai trouvé les cassettes. Harker s'écarta sans un mot. Ils écoutèrent ensemble dans le salon, entourés de livres poussiéreux et de certificats encadrés. Harker resta muet pendant les 2 premiers enregistrements, mais lorsque la voix de Vivien se brisa sur le deuxième, elle a dit qu'elle allait te faire te souvenir de ce que tu as enterré. Harker se couvrit la bouche de la main et détourna le regard.
Vivien m'a donné un carnet un jour, dit-elle doucement. Après la disparition d'Émiline, elle m'a dit, s'il arrive quelque chose, garde-le précieusement. Je n'ai jamais regardé à l'intérieur. J'avais peur. Elle quitta la pièce et revint un instant plus tard avec une enveloppe scellée, jaunie et craquelée. Rachel l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un cahier de composition aux des pages remplies de dessins, de frises chronologiques, de fragments de poésie, et même de lettres collées. Sur une page, une carte, un dessin grossier de la chapelle, de la pièce secrète et de la crypte. Une autre montrait des croquis de noms gravés sur les murs les mêmes que ceux que Rachel avait vus. Écriture dentelée. Elle chantait dans la chapelle où personne ne croyait la fille sans casier judiciaire, celle qui n'avait jamais été pleurée. On a enterré son nom et effacé son visage, mais elle attend dans le silence, dans ce lieu maudit. Les mains de Rachel tremblaient. Elle documentait tout. Elle était terrifiée, répondit Harker, mais elle était aussi déterminée. Tu es la première personne à avoir suivi cette piste. Rachel leva les yeux. M'aideras-tu à porter ça devant le conseil? Je témoignerai. Je signerai la déclaration que tu veux, mais ne leur fais pas confiance. Sauf si le public le voit aussi. Cette nuit-là, Rachel a rédigé une lettre au ministère de l'Éducation du Vermont. Objet, enquête formelle d'essai d'étudiants de la Greystone Academy, 1979. 6 juin, enregistrements audio des entretiens de la chapelle avec Vivien et Émiline Locke, rapport d'observation psychologique de 1979, témoignage de l'ancienne membre du corps professoral Margaret Harker, rapport de décès non classé pour Émiline Locache, lettres personnelles et chronologie documentée, lieu d'inhumation sous l'annexe de la chapelle. Elle a demandé une enquête officielle pour décès injustifié, falsification de dossiers et maltraitance institutionnelle. Veuillez confirmer la réception, a-t-elle écrit. Rachel Elwood, consultante en recherche historique, Mornington Preservation Board, sous contrat. Elle a joint une copie du dossier et a cliqué sur Envoyer. Puis elle a ouvert un document vierge et a commencé à écrire autre chose, une histoire, sans note de bas de page ni formatage institutionnel, un récit. Une fille disparue, une autre qui s'est battue pour se souvenir d'elle, une école qui a choisi le silence plutôt que la vérité. Le lendemain matin, elle arriva à Greystone pour ce qu'elle pensait être la dernière fois. La matinée était inhabituellement calme, et pendant un moment, elle resta au bord de la cour, à écouter. Elle traversa lentement le couloir, elle passa devant les murs peints, la bibliothèque poussiéreuse et le mur de briques qui cachait autrefois un journal. Elle descendit les marches de la chapelle et entra dans la pièce en pierre. Elle se tint à l'endroit où la boîte avait été enterrée. Elle plaça une petite pancarte au mur, enveloppée dans un film protecteur. À la mémoire d'Émiline Locache. 1962-1979. Silencieux, oublié, retrouvé. Que ta voix résonne plus fort que celle de ceux qui l'ont enterrée. Puis, enfin, Rachel se tenait dans la lueur des vitraux de la chapelle, levant les yeux vers les visages des saints. Pour une fois, il semblait la surveiller. 3 jours se sont écoulés avant que le conseil scolaire ne réponde. Le courriel est arrivé sans tambour ni trompette, un simple message en texte brut dans la boîte de réception de Rachel, coincé entre des bulletins d'information et des factures automatiques. Objet, enquête sur les documents historiques Greystone. Mademoiselle Elwood, commençait le message. Merci de nous avoir transmis vos conclusions. Nous examinons actuellement les documents. Compte tenu de leur nature sensible, nous avons transmis l'affaire à un conseiller juridique pour évaluation et réponse appropriée. Pour le moment, nous vous demandons de vous abstenir de toute publication ou divulgation de ces documents jusqu'à la fin de notre examen. Conseil d'administration. Fiducie éducative de Mornington. Rachel fixa le message. Il était poli. Il était vague. Et c'était une menace. Elle le transféra à Jeannette et Margaret Harker avec une seule ligne en dessous, ils veulent que je me taise. Jeannette a appelé 5 minutes plus tard. C'est leur façon de te prévenir, a-t-elle dit. Mais ils ne peuvent pas te toucher, Rachel, pas si tu parles en public.
Je n'ai pas peur, dit Rachel, et elle le pensait. Mais elle n'avait pas dormi non plus. Peut-être pas, dit Jeannette, mais je te surveillerai quand même. Rachel regarda son mur, où elle avait épinglé une copie des noms griffonnés, les croquis de Vivian et des copies des entrées de son journal. Ce n'était pas un tableau de conspiration, mais presque. Elle a cliqué sur le brouillon de son blog. Titre, Elle n'a pas fui, ce que Greyston a tenté d'enterrer. Par Rachel Elwood. Pendant plus de 4 décennies, la disparition d'Emmeline Locash a été discrètement expliquée par les autorités comme une simple fugue, pas d'autopsie, pas d'enquête, pas de conclusion. Mais Emmeline ne s'est pas enfuie. J'ai retrouvé les cassettes, les archives, les lettres personnelles. J'ai parlé aux personnes présentes. Et maintenant, après 46 ans, il est temps d'écouter ce qui n'aurait jamais dû être entendu. Elle a cliqué sur « Publier ». L'histoire a fait un tabac du jour au lendemain. À midi, les médias régionaux l'appelaient. Le soir même, l'article avait été partagé plus de 10 000 fois. Journalistes, podcasteurs, chercheurs en affaires non résolues et même d'anciens élèves de Greyston ont commencé à réagir en ligne. Certains ont publié de vieilles photos de classe, d'autres se souvenaient d'Emmeline, silencieuse, pâle, toujours en train de dessiner. D'autres encore ont dit l'avoir complètement oublié jusqu'à ce qu'ils lisent son nom ce soir-là. Rachel reçut un message anonyme, ils vont essayer de faire disparaître ça à nouveau. Fais attention où tu marches seul. Elle le fixa longuement, puis le supprima. Le lendemain matin, le Conseil a publié une déclaration officielle. Bien que nous reconnaissions que des documents datant du trimestre de 1979 ont été retrouvés, le Conseil d'administration tient à préciser que ces documents ne reflètent pas la mission ni le fonctionnement actuel du Mornington Educational Trust. La direction de l'époque n'est plus associée à l'institution et de nombreuses personnes clés sont décédées. Nous coopérons pleinement avec les autorités locales dans le cadre de toute enquête historique. Nous demandons au public de respecter la vie privée des familles concernées lors de cette enquête sensible. Rachel lut la déclaration 3 fois. Elle était prudente, épurée et vide. Mais l'histoire avait déjà pris feu. Puis arriva le message inattendu, une demande de message de Vivian Locash. La notification la fit Jeannette. Elle cliqua sans hésiter. Bonjour, je m'appelle Ruth. Je suis la fille de Vivian. Elle est décédée en 2012. J'ai fouillé dans ses affaires ces derniers temps. J'ai retrouvé son journal, les noms, les croquis, la chapelle. Je pensais qu'elle écrivait de la fiction, mais maintenant je vois votre article. Je veux vous aider. Je pense qu'elle voulait que quelqu'un le sache. Je pense qu'elle voulait que quelqu'un le sache. Je pense qu'elle voulait que quelqu'un comme vous le sache. Rachel fixa le message. Elle le relut 2 fois. Vivian avait continué à documenter, même après avoir quitté Greyston, même après le silence. 2 jours plus tard, Rachel rencontra Ruth Locash dans un café près de Boston. Ruth avait la trentaine, les pommettes saillantes et les yeux sombres de sa mère. Elle apporta un carton rempli de carnets et de lettres, les archives personnelles de Vivian. Rachel l'aida à les trier pendant des heures. Elle ne parlait jamais de sa sœur, dit Ruth, seulement de petites choses, une chanson qu'elle aimait, un surnom qu'elle me donnait, Mi. J'ai toujours pensé que c'était un diminutif d'Emma. Rachel ouvrit un carnet. En haut de la page, on pouvait lire, ils l'ont emmené parce qu'ils le pouvaient, mais ils ne s'attendaient pas à ce que le souvenir soit plus fort que le silence. Plus tard dans la soirée, alors que Rachel retournait vers Mornington, son téléphone vibra, un appel de Margaret Harker. Elle répondit sur haut-parleur. Rachel, dit la femme la plus âgée, la voix tendue, la démolition a été avancée. Quoi? Ce n'était pas prévu avant 2 semaines. Ils ont installé des panneaux aujourd'hui, avis de danger, alerte à l'amiante. Ils scelleront le campus d'ici lundi. Rachel serra plus fort le volant. Ils vont détruire la chapelle? Oui. Alors je dois rentrer avant eux. N'y allez pas seul, prévint Harker. Ils ont déjà enterré ça.
Ils recommenceront. Ce soir-là, Rachel se gara à l'orée des bois de Greystone. Le portail était verrouillé, les panneaux affichés. Mais elle connaissait le sentier du vieux jardinier ou celui qui serpentait entre les arbres et menait derrière la chapelle. Elle l'emprunta au clair de lune, la sacoche sur l'épaule, une lampe de poche à la main. Elle atteignit le bâtiment en pierre juste avant minuit. Les portes d'entrée étaient verrouillées, mais celles de derrière étaient entr'ouvertes. Rachel entra. L'air avait une odeur différente, celle de diluant à peinture et de poussière. Quelqu'un était passé par là. Puis elle le vit, la pièce en pierre sous la chapelle avait été vidée. Les noms sur les murs avaient été effacés à l'acide. Le lieu de sépulture était vide. La pancarte qu'elle avait laissée avait disparu. Disparu. Il ne restait qu'une seule chose, un bout de papier cloué au mur avec une simple punaise, avec un marqueur noir tordu. Elle n'a pas couru. Elle est toujours là. Tu es le prochain. Rachel ne dormit pas. Elle ne rentra pas chez elle. Au lieu de cela, elle resta assise dans sa voiture, au bord de la route étroite qui serpentait derrière la propriété de Greystone, phares éteints, les doigts tremblants autour d'un thermos. Elle ne put se résoudre à ouvrir le mot. Il était toujours posé sur le siège passager à côté d'elle, son épaisse écriture noire la narguant. Elle n'a pas couru. Elle est toujours là. Tu es le prochain. Elle avait pris des photos de la chapelle avant de partir, les murs fraîchement nettoyés, les noms effacés, le lieu de sépulture perturbé. La pancarte qu'elle avait installée à la mémoire d'Émiline avait disparu, non pas volée mais effacée, comme le récit de la vie d'Émiline. Encore une fois, ce n'était plus seulement une négligence institutionnelle. Quelqu'un surveillait encore, investissait encore, et cela signifiait que quelqu'un qui était là en 1979 était toujours en vie et continuait à couvrir ses traces. Le lendemain matin, Rachel a rencontré Jeannette à la mairie. Elles ont parlé à voix basse. Êtes-vous absolument certaine que personne en dehors du conseil n'a eu accès à ces dossiers, a demandé Rachel. Jeannette n'a pas répondu immédiatement, puis elle a dit, il y a un nom qui revient sans cesse dans les vieux registres d'entretien, ni celui d'un enseignant, ni celui d'un membre du clergé, juste celui des travaux d'entretien des terrains et des réparations. Elle a remis une photocopie d'un dossier personnel. Nom, Franklin H. Merritt. Rôle, superviseur de maintenance, 1965 à 1990. Dernière adresse connue, Mill Creek Appartement, numéro 102. Note de Mornington, demande d'accès continu aux installations après la retraite, demande accordée pour les clés de la chapelle uniquement, de 1990 à 1993. Rachel fixa le mot. Il avait eu accès à la chapelle pendant 3 ans après sa retraite. Est-il toujours en vie? Jeannette hocha lentement la tête. Si c'est le cas, il est l'un des derniers à avoir eu un accès illimité à l'époque. Rachel n'hésita pas. Les appartements Mill Creek avaient connu des décennies plus faciles, le complexe s'affaissait comme le font les immeubles après un long et lent déclin, peinture à moitié entretenue, balcons rouillés, panneaux d'affichage communautaire couverts d'avis jaunis. Elle frappa à la porte de l'appartement 102. Une longue pause. Puis, qui est-ce? Monsieur Merritt? Je m'appelle Rachel Elwood. Je travaille au sein du comité de préservation. J'aimerais vous parler de la Greystone Academy. Silence. Elle entendit le pen dormant cliquer, mais la porte ne s'ouvrit pas complètement, juste une étroite fissure. Un seul œil injecté de sang regarda derrière la chaîne. Greystone est parti. Pas encore. Il ne répondit pas, je sais ce qui est arrivé au Sir Locke, dit Rachel doucement. Je sais pour les interviews, la pièce sous la chapelle. J'ai trouvé les cassettes. Une autre pause, une longue. Puis la porte se referma. Les chaînes glissèrent. Quand elle s'ouvrit à nouveau, elle vit un homme d'une 60aine d'années, mince, légèrement voûté, mais au regard perçant malgré le tremblement de ses mains. Il lui fit signe d'entrer sans un mot. Son appartement sentait le vieux bois et les livres, comme une bibliothèque sur le point de s'effondrer sur elle-même. Les fenêtres étaient tirées, les murs étaient nus.
Un fauteuil inclinable était posé au milieu de la pièce à côté d'une table poussiéreuse sur laquelle étaient empilés des journaux et des flacons de pilules. « Tu as trouvé la chambre ?» demanda-t-il. Rachel hocha la tête. « Tu n'aurais pas dû y retourner seul. »« Je n'avais pas le choix, » dit-il en se frottant lentement les mains. « Ils m'ont obligé à le garder propre après avoir dit que c'était juste un espace de rangement, mais j'ai vu les rayures. J'ai entendu les bruits. Il y avait des nuits où je fermais à clé et où j'entendais quelqu'un dans le plancher. Savais-tu ce qui arrivait aux filles? J'en savais assez. » Ses yeux s'assombrirent. Le père Raymond et cette infirmière, ils appelaient ça une thérapie. Ils disaient que c'était pour les personnes en difficulté, mais ils prenaient juste celles qui ne suivaient pas le mouvement. « Pourquoi n'as-tu rien dit? » J'étais le concierge, dit-il d'un ton neutre. J'ai vu des choses. J'ai gardé la tête basse. C'est comme ça que j'ai survécu. Rachel l'observa. Tu étais là-bas hier soir, n'est-ce pas? Il ne répondit pas. J'ai trouvé ton mot. Je ne l'ai pas écrit. Il la regarda, et pour la première fois, une pointe de peur se lut sur son visage. Mais j'ai vu quelqu'un d'autre dans les bois qui observait. Il ne faisait pas partie de l'école, pas à titre officiel. La voix de Rachel baissa. Qui, hésita-t-il. Je la connaissais seulement sous le nom de Mademoiselle Bellamy. Elle ne faisait pas partie du personnel. Je crois qu'on l'avait recrutée de l'extérieur, une conseillère privée ou quelque chose comme ça. Elle allait et venait la nuit, portait toujours des gants et ne parlait jamais aux élèves en public, juste des séances individuelles. Sais-tu où elle est maintenant? Elle était calme, prudente, mais pas assez prudente. Elle a laissé quelque chose derrière elle. Il se leva lentement et se traîna jusqu'au coin de la pièce où une vieille malle se trouvait sous une bâche en plastique. Il l'ouvrit et fouilla à l'intérieur. Il en sortit un porte-badge en plastique. À l'intérieur se trouvait une pièce d'identité avec photo décolorée. Marjorie Bellamy. Personnel auxiliaire de Greystone, trimestre de printemps 1979. Dédouanement, séance privée. Après la disparition de Vivian, dit Mérite doucement, j'ai trouvé ça dans la goulotte de l'incinérateur. Je suppose qu'elle pensait que ça avait brûlé. Rachel prit la carte d'identité et la lui retourna. Une série de chiffres était griffonnée au dos. Tu sais ce que ça veut dire? Demanda-t-elle. Il secoua la tête. Peut-être un dossier. Peut-être un numéro de patient. Mais si elle est encore là, je peux te dire une chose, elle ne voudra pas être retrouvée. Rachel glissa sa carte d'identité dans son sac. Elle rentre à son chalet ce soir. Elle transféra le tout sur 3 comptes cloud distincts et programma un deuxième article de blog à minuit, au cas où. Elle l'écrivit rapidement, les doigts en l'air. Il y a toujours quelqu'un qui regarde. Toujours quelqu'un dehors qui ne veut pas que cette vérité éclate. Et maintenant j'ai son nom, Marjorie Bellamy. Elle était là en 1979. Elle a travaillé avec les filles qui ont disparu. Elle appelait ça une thérapie, mais la seule chose pour laquelle elles étaient soignées était la désobéissance. Elle a respecté son emploi du temps, puis a éteint les lumières, vérifié les serrures 2 fois et s'est couchée avec le pendentif d'Émiline sous son oreiller, juste au cas où. Marjorie Bellamy n'était pas sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de profil Facebook, pas d'entrée LinkedIn, pas de photos taguées par des amis ou des proches. Son nom avait disparu des archives publiques au début des années 1990, juste après la fermeture de Greystone. Mais Rachel avait la pièce d'identité, et le numéro au dos n'était pas aléatoire. Après des heures de recherche en ligne dans les archives judiciaires et les journaux, elle l'a trouvé enterré dans une base de données oubliée de licences de praticiens délivrée par l'État à la fin des années 1970. Bellamy, Marjorie A. Numéro de licence 44 731. Conseiller psychologique provisoire. Délivré en février 1978, suspendu en juin 1980. Motif, violations éthiques, détails non disponibles. Dernière adresse connue, Dover, Vermont. Au moment où Rachel l'a vue, elle a su que Bellamy n'avait pas disparu,
elle était simplement passée sous terre. Il y avait 4 heures de route jusqu'à Douvres. Rachel y est arrivée en 3h30. Elle s'est garée devant une maison bleue patinée par le temps, en retrait d'une route rurale tranquille. Des arbustes envahissants bordaient le porche, une boîte aux lettres rouillées penchait sur le côté, son drapeau ayant disparu depuis longtemps. L'allée était vide, mais de la fumée s'échappait de la cheminée. Elle a frappé une fois. Pas de réponse. Elle a frappé à nouveau. Le rideau de la fenêtre de gauche a légèrement bougé, il y avait quelqu'un à la maison. Rachel appela à travers la porte. « Mademoiselle Bellamy ? Je m'appelle Rachel Elwood. J'ai besoin de vous parler de Greystone Academy. » Silence. Puis, après un long silence, la porte s'ouvrit. La femme qui est apparue avait largement plus de 80 ans, vêtue d'un épais cardigan et d'épaisses chaussettes en laine. Ses cheveux blancs étaient tirés en arrière en chignon, ses yeux étaient pâles et flous, mais ils se fixaient sur Rachel avec une précision troublante. « Pourquoi maintenant ? demanda-t-elle. Le cœur de Rachel fit un bond. « Tu sais pourquoi ?» Bellamy s'écarta. À l'intérieur, la maison était étonnamment propre, épurée, calme, mais bien entretenue. Un poêle à bois brillait faiblement dans le coin. Les murs étaient pour la plupart nus, à l'exception de quelques peintures de paysages tachés d'eau, toutes dans des tons de gris. « Je ne parle pas du passé, » dit Bellamy alors que Rachel entrait. « Tu l'as déjà fait ?» répondit Rachel en posant la pièce d'identité avec photo sur la table de la cuisine. La vieille femme tressaillit légèrement, comme si elle avait été giflée. « J'ai trouvé les cassettes, » ajouta Rachel. « J'ai entendu Émiline, j'ai entendu Vivian, j'ai lu le journal, j'ai vu le mur. » Bellamy s'assit lentement. « Vivian a continué à creuser, dit-elle presque pour elle-même, même après que l'école lui ait dit d'arrêter, même après la fermeture de la chapelle aux élèves. J'ai essayé de les prévenir, tu sais. J'ai dit que la fille n'était pas stable Émiline, toute. Quel était le traitement ? » Le pouls de Rachel s'accéléra. Bellamy leva brusquement les yeux. « Tu crois qu'on leur a fait du mal ? Je sais que tu l'as fait. » Rachel l'étudia. « On nous a dit qu'ils étaient dangereux ni criminels, ni brisés, juste perturbateurs. Ils ne se conformaient pas. Ils résistaient au rituel, à la structure, au groupe de prière. Vivian était trop réservée. Émiline était imaginative, a déclaré Bellamy. Elle voyait des gens qui n'étaient pas là. Vous les avez drogués, vous les avez isolés. Nous avons obéi aux ordres. » La voix de Bellamy devint soudain froide. « Nous avons été formés pour signaler les déviances, pas pour les dorloter. »« Déviances » répéta Rachel. Les lèvres de Bellamy se retroussèrent. « Vivian a écrit sur toi, tu sais, ou sur quelqu'un comme toi. Elle a dit qu'il y en aurait toujours un autre. » La main de Rachel flottait près de son sac. « Je n'ai tué personne, » a déclaré Bellamy. « Non, » répondit Rachel, « mais tu as aidé à les enterrer. » Les yeux pâles de Bellamy se plissèrent. « Et maintenant, vous voulez tout exhumer, tout déterrer pour des inconnus ? Qu'est-ce que vous pensez que cela va accomplir ? » Rachel se leva. « Je pense que les gens méritent la vérité, surtout ceux qui n'ont pas survécu pour la dire. » Bellamy ne dit rien. Rachel se retourna pour partir. « Attends, » dit la vieille femme. « Il y a quelque chose que je veux te donner. » Rachel se figea. Bellamy se dirigea lentement vers un placard dans un coin de la pièce. Elle ouvrit un tiroir, en sortit un fin journal noir et le lui tendit. « J'ai pris des notes, dit-elle. Ni officielles, ni officielles. Je les ai écrites parce que j'y étais obligé. J'ai commencé à rêver des filles, même après avoir quitté Vivian, Émiline. Il y en avait une autre aussi, une troisième fille. Elle s'appelait Dileya. Personne n'a jamais signalé sa disparition. » Rachel prit le journal d'une main tremblante. « Je ne m'attends pas à être pardonné, » dit Bellamy. « Je sais ce que j'ai fait. Tu ne les as pas arrêtés, moi non plus, admit-elle, mais je n'ai pas pu l'arrêter non plus.
Rachel fronça les sourcils. Le regard de Bellamy s'éloigna. Il y avait quelqu'un au-dessus du tableau, une bienfaitrice, une donatrice privée. Elle venait une fois par mois, assistait aux évaluations, nous disait quels élèves avaient le tempérament pour être corrigés, lesquels. Elle n'a jamais donné son vrai nom, juste ses initiales, ER. Elle portait toujours des gants. Rachel la fixa du regard. Tu as quelque chose d'elle? Bellamy secoua la tête. Elle n'a jamais laissé de traces. Rachel glissa le journal dans son cartable. Maintenant, elle en a un. Ce soir-là, de retour à Mornington, Rachel était assise dans son cottage, le journal ouvert sur ses genoux. L'écriture de Bellamy était soignée et efficace, ses notes condensées dans de fines marges. 1er mars 1979, Émiline refuse à nouveau, s'enferme dans la chapelle, hurle lorsqu'on l'approche et grave le mot « Vivien » sur le mur. Vivien dit qu'il se parle en rêve, hallucination ou réaction traumatique. Raymond pense qu'Émiline est déstabilisante, les autres suggèrent un retrait complet. 4 mars, Vivien a trouvé le registre comment, dit-elle, elle lui a parlé de la pièce sous l'autel. Refuse de dire qui. Il y en a une autre, dit-elle une troisième voix. Rachel tourna la page. En bas, griffonné d'un stylo tremblant. J'ai revu la fille, pas Émiline, pas Vivien, celle dans les murs, celle que nous n'avons jamais nommée. Le soleil était à peine levé lorsque Rachel retourna à la chapelle. Elle était scellée, un lourd cadenas boulonnait à travers les poignées de la porte d'entrée et un avis agrafé dessus. Zone de démolition, entrée interdite. Mais le sentier de retour existait toujours, le vieux chemin du jardinier à travers les bois, envahi par la végétation mais praticable. Elle le suivit, le journal noir serré contre sa poitrine. La dernière phrase de Bellamy était gravée dans son esprit. J'ai revu la fille, pas Émiline, pas Vivien, celle dans les murs, celle que nous n'avons jamais nommée. La porte de la chapelle gémit lorsqu'elle la poussa. La serrure avait été retirée, coupée ou forcée. Quelqu'un d'autre était venu ici récemment. Rachel entra et s'arrêta. Quelque chose avait changé, l'air était chaud, humide et sentait le lilas, pas la poussière, pas la pourriture. Lilas, le même parfum dont elle se souvenait d'après l'une des entrées du journal de Vivien. Elle a laissé des lilas près de l'autel, elle a dit qu'il gardait la voix calme. Elle descendit rapidement l'escalier de la chapelle. Lampe torche à la main, elle trouva la pièce en pierre, toujours aussi sombre et nue. Le mur avait été frotté certes, mais les gravures étaient encore à peine visibles, comme des bleus sous la peau. Là, sous l'endroit où elle avait trouvé la boîte, se trouvait quelque chose de nouveau, un dessin d'enfant, plié et glissé entre deux dalles de pierre. Rachel le ramassa et le déplia soigneusement. Crayon sur du papier de construction délavé, dessiné d'une main tremblante de jeune fille, un bonhomme allumette dans une chapelle, un mur couvert de gribouillis, et derrière ce mur, un second personnage, plus petit, à moitié délavé, les yeux comme des cercles vides. Au bas de la page, griffonnés comme des enfants, on pouvait lire « Elle et moi ». Elle vit dans le mur. Sans nom. De retour au chalet, Rachel posa le dessin à côté du journal de Bellamy, du journal intime de Vivien et des cassettes. Chaque fil l'avait rapproché, mais il ne convergeait plus vers Émiline ni même vers Vivien, il convergeait vers quelqu'un d'autre, une troisième fille, un dossier perdu, une élève jamais inscrite. Pas de photo. Pas de signature. Elle a appelé Jeannette à la mairie. Pouvez-vous vérifier à nouveau les registres d'admission, a demandé Rachel. Cherchez les noms retirés avant le début du semestre, ou les étudiants placés à Greystone de manière officieuse. Jeannette soupira. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Rachel. S'ils n'étaient pas inscrits, ils ne sont pas dans le système. Et les entrées fantômes, insista Rachel. Des entrées fantômes? Jeannette marqua une pause. Vous voulez dire des fichiers fictifs, utilisés lorsqu'un nom est omis ou que les documents sont scellés? Donnez-moi une heure. 40 minutes plus tard, la voix de Jeannette était tendue et saccadée. J'en ai trouvé un. Rachel se redressa. Quel est ton nom? Il n'y en a pas.
C'est un dossier vierge, juste un numéro, GS 794C. Pas de photo, pas d'informations parentales, pas de chambre attribuée. Mais il est répertorié comme participant à une session restreinte, même code de programme que celui d'Émiline. Le sang de Rachel se glaça. C'est elle. Le dossier est daté du 6 janvier 1979, la semaine même où Émiline a commencé ses séances de thérapie. Où est le dossier maintenant? Transféré vers un lieu d'archivage hors site, dit Jeannette. Et vous allez adorer ceci, la demande d'archivage a été formulée en 1983 par un certain Rutherford. Rachel Fro ou plutôt murmura-t-elle. La bienfaitrice, la femme décrite par Bellamy, celle au-dessus du tableau. Pouvez-vous me donner l'adresse du dépôt? Je peux essayer, répondit Jeannette. Mais fais attention, Rachel. Si cette femme est réelle et toujours en vie, elle a toujours eu une longueur d'avance. Je sais, dit Rachel. C'est pour ça que je vais te rattraper. Le centre de stockage de documents se trouvait dans une zone industrielle en périphérie de la ville, 1,5 hectare de boîtes en béton beige et de lumière bourdonnante. Rachel s'est présentée à l'accueil, a présenté ses identifiants de recherche temporaire et a été escortée jusqu'à une pièce climatisée avec 6 rangées d'étagères s'étendant jusqu'au plafond. Les cartons sont étiquetés GS 794C, a dit le commis. Mais nous n'ouvrons pas les documents gouvernementaux scellés. Une autorisation écrite est nécessaire pour y accéder. Rachel hocha poliment la tête. Bien sûr. Dès que l'employé partit, elle se dépêcha. Elle trouva l'étagère du milieu aux boîtes 794C fermée et cadenassée, mais elle remarqua que le coin du couvercle avait été récemment touché. Un seau déchiré, de la colle encore fraîche. Quelqu'un avait déjà regardé à l'intérieur. Rachel récupéra son kit de crochetage, pour les urgences en caisse, se dit-elle et se mit au travail. 30 secondes plus tard, la serrure claqua. Elle ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvait une chemise en papier craft. Elle l'ouvrit lentement. Dossier étudiant expurgé GS 794C. Le sujet a été placé en soins dans le cadre d'une initiative financée par des donateurs pour la réadaptation cognitive. Profil comportemental, retiré, non-verbal, attiré par l'emplacement de la chapelle, trouvé en train de créer des motifs dans les murs du sous-sol. Le sujet s'est vu refuser l'accès à tous les espaces communs. Consigne du personnel, isoler le sujet et l'observer. Non expurgé, statut, décès non enregistré dans l'établissement. Recommandation, pas de registre officiel, pas de registre d'inhumation marqué comme perte d'installation et suppression. Rachel fixait les mots décès dans un établissement non déclaré. Il y avait eu une 3e fille, et ils avaient effacé toute son existence. Sur la dernière page se trouvait une photo non pas un portrait d'écolière, mais une photo de surveillance floue en noir et blanc, une fillette, d'environ 9 ou 10 ans, debout au bord d'un couloir ombragé, les yeux écarquillés, fixant l'objectif. Pas de nom, juste un morceau de ruban adhésif en bas sur lequel était écrit « Le silencieux ». Rachel s'éloigna de la boîte. C'était la fille dont Vivien rêvait, la fille que Bellamy redoutait, celle dont Émiline murmurait à l'oreille lors de ses dernières séances et elle avait été enfermée dans la chapelle bien avant que Vivien ou Émiline n'y arrivent. Cette nuit-là, Rachel a publié ses conclusions sur tous les médias accessibles, les médias locaux, les bases de données nationales des personnes disparues et son blog. Elle a intitulé son article « et la fille qui n'était pas là ». Il y avait tout inclus, le dossier scellé, la photo anonyme, l'ordre de suppression des archives, le journal de Bellamy, les croquis de Vivien et le dessin au crayon. Elle concluait par une ligne. Quelqu'un a effacé son nom. Je ne le ferai pas. Puis elle appuya sur « Publier ». Elle resta assise dans le silence de son cottage pendant un long moment. À 3h14, son téléphone vibra. Pas de numéro, juste un message. Tu devrais arrêter de creuser. Certains noms sont faits pour rester enfouis. Rachel fixa l'écran, puis répondit. Pas celui-là. Les retombées furent rapides. Moins de 24 heures après la publication du blog de Rachel,
Des journalistes locaux se sont rendus à Mornington, les médias nationaux ont suivi. Un podcast policier a diffusé un épisode spécial intitulé La fille sans dossier. Soudain, le conseil scolaire, celui-là même qui avait tenté de l'ignorer, a paniqué. Il a publié une déclaration précipitée. Nous avons connaissance de nouvelles informations faisant état de cas d'élèves sans papier à la Greystone Academy. Un comité d'enquête indépendant sera mis en place. Nous exprimons notre sympathie aux familles touchées. Mais aucune famille n'était répertoriée. La fille sur la photo, la silencieuse, n'avait pas de nom officiel. Jeannette a appelé le lendemain. Quelqu'un s'est introduit dans la salle des archives. Qu'ont-ils pris? Rien, techniquement, répondit Jeannette. Mais tous les fichiers liés au GS 794 OC ont été consultés et la sauvegarde numérique a été supprimée. Qui a l'autorisation? 3 personnes, et j'en fais partie. Qui est le troisième? Jeannette hésita. Eleanina Rutherford. Rachel a failli lâcher le téléphone. Elle siège toujours au conseil d'administration. Elle n'est jamais partie, a dit Jeannette. Elle n'assiste pas aux réunions, mais elle signe les chèques, une puissance tranquille. Les doigts de Rachel se crispèrent sur l'accoudoir. Elle savait que cela finirait par arriver, le visage derrière le rideau, celui qui avait tout orchestré, la thérapie, l'isolement, l'élève effacé. Mais connaître son nom ne suffisait pas. Il lui fallait une preuve, quelque chose qu'Eleanina ne pouvait expliquer. Alors Rachel fit la seule chose qui lui vint à l'esprit, elle retourna à Greystone. Il était un peu plus de minuit lorsqu'elle arriva, lampe de poche à la main, sacoche en bandoulière. Le brouillard couvrait l'herbe. Les portes de la chapelle étaient encore scellées par un ruban d'avertissement jaune, mais quelqu'un l'avait déjà percé. À l'intérieur, l'air était chargé, comme s'il se souvenait d'elle. Elle descendit l'étroit escalier jusqu'à la pièce en pierre en contrebas. Cette fois, elle ne cherchait pas ce qui avait été enterré, mais ce qui avait disparu. Elle tapota le mur du fond avec le manche de sa lampe torche, à l'affût de creux. Puis elle l'entendit, un écho différent, léger, subtil. Elle s'agenouilla et colla son oreille contre la pierre. Silence, puis faiblement, une respiration. Rachel se figea. C'était impossible, mais c'était là, encore une fois, ni vent, ni plomberie, ni respiration. Debout, le cœur battant, elle examina attentivement le mur. Là, sous la rangée de briques la plus basse, se trouvait une fine fissure. Elle fouilla dans son sac à la recherche du pied de biche. La pierre céda plus facilement que prévu. Derrière, un étroit vide sanitaire bas, sec et d'un noir absolu. Elle y glissa sa lampe de poche et la vit, une pièce plus petite que les autres, presque une cellule. À l'intérieur se trouvait un matelas d'enfant, une poupée cassée, une chaîne encore boulonnée au mur et gravée dans la pierre, des milliers de fois en écriture désespérée et irrégulière. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Rachel recula, la gorge serrée. La fille n'avait pas seulement été isolée, elle avait été emprisonnée. Et personne n'était venu la chercher. Puis elle l'entendit de nouveau, non pas un souffle, mais des pas au-dessus d'elle, lourds, posés. Quelqu'un d'autre était dans la chapelle. Rachel recula dans le vide sanitaire et referma la pierre derrière elle, ne laissant qu'une ouverture. Elle éteignit sa lampe torche et retint son souffle. Les pas descendirent lentement. Ils s'arrêtèrent au pied de l'escalier. Puis une voix résonna dans la pièce froide, raffinée et terriblement calme. Mademoiselle Loud, je sais que vous êtes là. Le pouls de Rachel battait fort dans sa gorge. Vous avez causé un sacré désordre, vous avez mal compris les choses, vous avez fait des suppositions. Les pas se rapprochèrent du mur. Tu n'étais pas censé trouver le dossier. Cette fille, elle n'était pas censée être retrouvée, car elle n'a jamais fait partie de l'école. C'était un don. Rachel sentit la bile monter dans sa gorge. Certaines vérités sont plus lourdes que d'autres. Quel intérêt y aurait-il à les révéler? Pensez-vous que les gens veuillent savoir qu'un enfant vivait dans le noir pendant qu'il priait à l'étage? Ils me remercieront un jour de l'avoir caché. Rachel ne put s'arrêter.
Elle repoussa la pierre et sortit. Eleanina Rutherford se tenait au milieu de la pièce aux cheveux gris, majestueuse, enveloppée dans un manteau noir comme une veuve en deuil, mais son regard était perçant et sans complexe. Rachel parla, sa voix tremblante mais forte, « Je sais ce que tu as fait. » Eleanina ne broncha pas. « Alors tu sais de quoi je suis capable, » dit Rachel. Un hurlement lointain de sirène de police lui répondit. Eleanina ne souriait toujours pas, mais ses yeux ne quittaient pas ceux de Rachel. « Bien, dit-elle. Alors tu sais qu'ils sont en route. » La police arriva quelques minutes plus tard. Eleanina Rutherford n'opposa aucune résistance. Elle ne dit rien lorsqu'on la menotta. Son visage était lisse et immobile comme du marbre, comme si, même à cet instant, en pleine crise, elle se croyait intouchable. Rachel a donné à l'officier principal le dossier du stockage, les photos et son propre enregistrement de la voix d'Eleanina, capturé par un petit microphone qu'elle avait accroché dans la poche de son manteau. Cette fille n'aurait jamais dû être retrouvée, car elle n'a jamais fait partie de l'école. C'était un don. Cette phrase a résonné dans tout le commissariat et le palais de justice. Au cours des semaines qui ont suivi, elle a fait la une des journaux. Elle a brisé la confiance et a changé Mornington à jamais. Quelques jours après l'arrestation d'Eleanina, les enquêteurs ont découvert un registre privé caché dans un tiroir verrouillé de sa succession. À l'intérieur se trouvaient des références codées à des paiements, des placements spéciaux et des procédures de prise en charge psychologique. Plus de filles avaient franchi les murs de Greystone que l'école n'en avait jamais admis. Certaines avaient été relogées, d'autres avaient disparu, quelques-unes n'avaient même pas de nom. Le tollé général a contraint le Mornington Educational Trust à se dissoudre. Le terrain sur lequel se trouvait Greystone a été saisi par l'État, dans l'attente d'une enquête plus approfondie. La démolition a été suspendue indéfiniment. Et puis vint la tâche du souvenir. Rachel se tenait au centre de la chapelle par une belle matinée de printemps. La presse n'était pas là, pas de caméra, pas de discours au juste elle, Jeannette, Margaret Harker, Ruth Locash et une simple plaque apposée dans la salle en pierre en contrebas, à la mémoire de l'inconnu. Elle n'a pas fui. Elle n'a pas oublié. Nous nous souvenons. Le croquis de la chapelle par Vivien Locash était accroché au-dessus, encadré sous verre. Le dessin au crayon de la jeune fille sur le mur laissé au crayon était exposé à côté, désormais disparu, désormais muet. Des semaines plus tard, Rachel a publié l'histoire complète sous forme imprimée, un exposé détaillé intitulé « La fille qui n'était pas sur la liste ». S'était apparu dans des magazines nationaux, des revues universitaires, des podcasts et, finalement, dans des manuels de psychologie scolaire. Elle n'en cachait rien, ni la peur de Vivien, ni le sort d'Emmeline, ni la complicité de Bellamy, ni le contrôle de Rutherford, car la vérité, Rachel le savait désormais, n'a de pouvoir que si l'on est prêt à la partager. Le silence avait déjà enterré assez de filles. Sur la dernière page de son livre, Rachel a inclus un extrait de la dernière lettre connue de Vivien, jamais postée, pliée entre les pages d'un roman dans ses affaires. Si quelqu'un trouve ça, ne l'oubliez pas. Pas celle sur la photo, celle sur le mur. Elle était petite, silencieuse, toujours à l'affût. Elle ne disait jamais un mot, mais elle était plus bruyante que nous tous. Son nom n'était jamais prononcé, alors je lui en ai donné un. Je l'ai appelé Hope. Un an plus tard, le domaine de Greystone rouvrit ses portes en tant que site historique national. La chapelle demeura intacte, désormais ornée de panneaux exposant la vérité. Les visiteurs arrivaient discrètement, souvent accompagnés de leurs filles. Sur l'autel trônait une petite statue de bronze, une jeune fille aux yeux clos, une main appuyée contre le mur, écoutant. En dessous, un seul mot. Espoir. Et Rachel a finalement pu se rendormir, non pas parce que les fantômes étaient partis, mais parce que quelqu'un l'écoutait enfin. Veuillez vous abonner si vous aimez cela.